parce qu'ensemble, t'es beaucoup plus fort. Et tout seul, t'as beau être la superstar du catch, il y a un moment donné, t'es rien quoi, sur un terrain. Et je trouve que dans la vie en général, quand tu avances ensemble, bah, tu vas beaucoup plus loin, t'es beaucoup plus fort. Et ça, c'est le sport qui me l'a appris. Je pense qu'il y a d'autres moyens de l'apprendre. Moi, en tous les cas, ça a été mon chemin. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé dans mes valeurs de vie et donc dans mes valeurs appliquées au monde professionnel aussi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Grind Game, mon podcast où j'ai la chance de recevoir des entrepreneurs, des athlètes et des investisseurs, tous unis par un trait de caractère essentiel dans la performance, la ténacité. Celui qui lâche, il a perdu. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, le bonheur et l'honneur de recevoir Éric Courteil, investisseur, administrateur de société maintenant, mais avant ça, évidemment, celui qui a marqué l'économie française par la transformation avec son acolyte Nathalie Bala de La Redoute. Il avait d'abord commencé sa carrière chez Arthur Andersen en audit et surtout cette histoire entrepreneuriale extraordinaire, cette prise de risque, elle a été parsemée de complications, de challenges, mais aussi de liens indéfectibles avec une associée et un duo qui a vraiment marqué l'économie française. Et aujourd'hui, je suis très très heureux de pouvoir le recevoir pour qu'on puisse en savoir plus, apprendre, passer de l'autre côté du rideau, creuser un petit peu ces moments de challenge extrême et en apprendre un peu plus sur un personnage et un duo qui aura marqué la France. Éric, bonjour, merci d'être là. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir. Bah, avec grand plaisir. Écoute, j'ai pas mal de questions, j'ai envie qu'on va retracer ton parcours bien sûr, qui est gigantissime. Il y a quand même malheureusement, j'espère que c'est une grande fierté bien sûr, mais il y a une consonance extrêmement forte quand on parle d'Éric Courteil, c'est cette transformation de La Redoute, d'avoir sauvé une boîte qui était en train de déposer le bilan pour finalement en faire un succès extraordinaire, repris par les Galeries Lafayette en 2 tranches. Mais avant de parler de tout ça, j'ai trouvé une description de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans une autre interview que j'ai trouvée assez mignonne. J'ai vu, il aime l'amitié, la mer et le sport, et il n'aime pas l'égocentrisme, les omelettes et les réunions inutiles. Est-ce que ça te résume bien ? Ouais, je me rappelle, je crois que c'était une interview dans Challenge ou un truc comme ça. Ouais, ça correspond bien. La mer, l'amitié. L'amitié en premier, la mer, j'aime beaucoup. Les omelettes, j'aime pas. Et j'aime pas l'égocentrisme parce que pour moi, c'est le contraire de l'amitié que j'aime. Donc, tu peux pas aimer les deux, quoi. 57 ans, né en Seine-Saint-Denis. Et t'as parlé d'amitié, t'as parlé d'inverse d'égocentrisme. On est obligé de parler, et je voudrais qu'on attaque par ça, de ton lien, de ton duo que tu as constitué avec Nathalie Bala. Je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, alors on a parlé sport, et ça va venir dans un petit moment bien sûr, mais tu m'as aussi dit un truc qui m'a vraiment marqué, c'est il n'y avait pas un papier ou une feuille de cigarette entre nous deux. Et ça m'avait beaucoup touché sur 2 personnages qui, physiquement, accessoirement, peuvent être relativement diamétralement opposés, de caractère, personnalité, de ce que j'ai compris, complémentaires mais relativement opposés, et pourtant une unité, un duo, sans être amis de tous les jours. Vous n'avez pas grandi ensemble, dis-moi si je me trompe. Elle était à La Redoute avant toi, de façon opérationnelle, et pourtant un duo qui a été sublimissime. Parle-nous de cette relation avec Nathalie, s'il te plaît. En fait, Nathalie, je l'ai rencontrée... elle a fait le SCP comme moi aussi, mais on s'est pas croisés à l'école non plus. Mais Nathalie, je l'ai rencontrée au moment où on l'avait recrutée, quand moi j'étais CFO, tu l'as dit, de Red Cats, qui était la branche vente à distance du groupe Kering. Et à l'époque, avec le président qui était en place, on l'avait recruté pour prendre La Redoute. Et on l'avait recruté, je crois, de mémoire en 2009. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. Et donc, elle faisait partie, en tant que directrice générale de La Redoute, elle faisait partie du comité exécutif de l'ensemble du groupe Red Cats, avec moi, avec le président et avec d'autres patrons d'enseigne. Et c'est vrai que on a appris à se connaître à ce moment-là, et c'est une personne avec qui je partageais un certain nombre de choses, en tous les cas sur le plan professionnel dans un premier temps, et puis après, à force de se connaître, on s'est rendu compte que d'un point de vue personnel, on partageait aussi pas mal de choses. Donc c'est une rencontre sur le tard, mais une rencontre importante, et on le verra après, parce que pour l'histoire de La Redoute, ça a été assez fondamental. Et c'est une personne avec qui... sans elle, on n'aurait pas pu faire ce projet-là, et j'espère qu'elle pense que sans moi, on n'aurait pas pu le faire aussi. Mais il y a il y a une vraie relation forte entre nous. D'ailleurs, on continue de se parler régulièrement, et on a toujours plaisir à se voir. Je sais plus qui a dit ça, mais il parlait d'une main de fer dans un gant de velours pour illustrer un peu votre duo.
Et c'était Philippe Houzé, l'ancien DG des Galeries Lafayette, qui disait ils sont capables de finir les phrases l'un de l'autre. Il y avait vraiment un côté quasi fusionnel dans votre. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que, bon, déjà, quand tu pars dans une aventure comme La Redoute, je pense que tu y reviendras, mais c'était pas gagné. C'était pas gagné au départ, etc. Donc, si nous deux, déjà à deux, t'es plus fort que tout seul, ça, c'est une vraie conviction, elle est partagée avec Nathalie. Et si nous deux, à un moment donné, on commençait à avoir des divergences, je pense que l'aventure se serait finie relativement tôt et que malheureusement, La Redoute serait plus là. Donc, c'était pas contraint qu'on était liés, mais c'est parce que finalement, on était complètement alignés sur la trajectoire. Après, on est alignés sur les objectifs, on est alignés sur la trajectoire, mais on a un mode d'expression qui est différent. Et pourquoi ça a fonctionné aussi bien, c'est que elle, comme moi, je pense, ont laissé libre cours à la personnalité de chacun pour exprimer des choses qu'on partageait à 100%. Donc ça, c'était une relation qui était finalement basée sur reste qui tu es, mais je sais que de toute façon, sur le chemin, on est ensemble. Et ça, c'est important. Et j'imagine qu'il y a quand même un paquet de fois sur des décisions, des prises de risques, vous étiez sûr de rien ou vous étiez pas tout le temps d'accord. Alors, on était 90 ou 95% du temps d'accord. Quand on n'était pas d'accord, ça se passe. On disait souvent, ça se passe dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on était dans un bureau, on se parlait tous les deux et on se mettait d'accord. Il n'y a jamais eu un moment où il n'y a pas eu la fumée blanche qui est sortie. C'est-à-dire que même si on n'était pas d'accord en rentrant dans la salle tous les deux, on se mettait d'accord et après on était alignés et on partait sur l'alignement qu'on avait convaincu ensemble. Et ce que tu as appelé la cuisine, on peut aussi un petit peu appeler ça un vestiaire. C'est un endroit sacré qui est un duo, mais c'est aussi une équipe. Je t'avoue que si je suis tout à fait transparent, quand on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Jean-Marc Duplex, qui est un ami aussi. Qui est un ami à toi bien sûr, qui m'a dit il faut que tu rencontres Eric dans ton aventure Teampact dont je t'ai parlé dans un moment et je suis trop content de t'avoir avec nous. Il disait il y a un mec qui a cet œil business mais qui sait ce que c'est qu'un vestiaire, qui sait ce que c'est que de mettre du sang pour le coéquipier, de mettre de la sueur pour le coéquipier, qui sanctuarise cet espace très privilégié dans lequel on voudrait presque pas de caméra pour que ça reste notre petit cocon à nous et un endroit très particulier qu'est ce vestiaire. Donc tu as parlé de la cuisine pour Nathalie et toi bien sûr. Parle-nous de ton rapport au sport et ton rapport à l'équipe. Ah bah le sport, moi, c'est une grande partie de ma vie. Déjà, dans la famille, on faisait tous du sport. Mon père adore le sport, mon frère et ma sœur faisaient du sport. Moi, j'ai fait du sport, j'ai fait du foot, puis après, j'ai fait du volley. On a vécu une aventure incroyable avec les copains, parce que j'appelle les copains, je les vois encore. Donc, j'imagine que tu connais ce genre d'ambiance. Et c'est des gens avec qui on a pris... on est arrivé dans un club qui était le Paris Université Club, qui est devenu Paris Volley. Et en fait, on a commencé à jouer en junior. Parce qu'avant je jouais à Clamart dans un club de banlieue qui était aussi un grand club, et puis on est arrivé au Paris Université Club et en fait on a intégré l'équipe première qui à l'époque était en 3e division nationale et on est monté jusqu'en première division. Et avec ce groupe de copains, bien sûr il y en a d'autres qui sont venus se greffer, etc. Donc on a vécu un truc incroyable de redonner des couleurs au violet comme on disait, parce que le PUC tu sais c'était en violet, et après le club est devenu le Paris Volley. Et j'ai bon nombre de coéquipiers de l'époque qui sont aujourd'hui des amis, mais vraiment des amis intimes avec qui je pars en vacances et avec qui on fait encore des volets sur la plage. Et on a l'impression qu'on est aussi bon, on est meilleur le soir au rosé, quoi. Donc non, le sport, c'est un truc important parce que en plus le volleyball c'est un sport particulier où c'est un sport collectif, et c'est un sport où le contact avec la balle est bref. Tu peux pas te mettre en confiance en portant le ballon parce qu'en fait le ballon tu le touches que l'espace d'une seconde. Et en l'occurrence, si à un moment donné tu te sens pas bien sur le terrain, tu vas pas apprivoiser le ballon pour pouvoir te mettre en confiance. Il y a des sports sur lesquels tu peux garder un peu le ballon. Je pense au foot, peut-être au rugby un peu, peut-être au hand aussi, etc. Au volley, tu peux pas parce que les règles l'interdisent. Donc à un moment donné, si tu vas pas bien, le seul recours que tu as, c'est les yeux de ton copain, quoi. Et ce moment-là, où il te dit allez, c'est pas grave, c'est la prochaine, on y va ensemble, etc. Ou alors je te couvre en réception, par exemple, quand t'es pas bien, etc. Il y a un copain qui vient te voir et qui dit moi je me sens bien aujourd'hui, je vais y aller pour toi. C'est des valeurs importantes parce qu'ensemble t'es beaucoup plus fort, et tout seul t'as beau être la superstar du catch, il y a un moment donné t'es rien, quoi, sur un terrain. Et je trouve que dans la vie en général, quand tu avances ensemble, tu vas beaucoup plus loin, t'es beaucoup plus fort. Et ça, c'est le sport qui me l'a appris. Je pense qu'il y a d'autres moyens de l'apprendre. Moi, en tous les cas, ça a été mon chemin. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé dans mes valeurs de vie et donc dans mes valeurs appliquées au monde professionnel aussi. Et que j'ai partagé avec Nathalie. Nathalie, effectivement, est une personne qui pense la même chose sur les valeurs, qui pense que tout seul, on fait pas grand-chose. Par contre, ensemble, on construit, on bâtit, et on va surtout beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et vous êtes des gros bosseurs. Dixit, les interviews que j'ai pu regarder, et vous ne lâchez jamais rien. Et donc ouais, alors ça, c'est un truc qu'on partage. Alors peut-être qu'on est besogneux, hein, moi j'en sais rien comment, mais en tous les cas, moi c'est peut-être le sport qui m'a appris ça, en tous les cas à titre personnel, mais
comme dit mon père, t'as rien sans rien. Et de toute façon, que ça soit en sport ou dans le monde professionnel, en sport, il y a des choses que tu ne sais pas faire. Il y a des entraîneurs qui t'emmerdent pour les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois à l'entraînement. Ça t'embête parce que t'as pas envie de ça, parce que quand t'as 18 ans, 20 ans, tu dis ouais mais c'est bon. Non, c'est pas bon. Il y a des fondamentaux, il y a des choses qu'il faut répéter pour être bon le jour du match. Et en l'occurrence, dans les affaires, dans le monde de l'entreprise, surtout sur un turnaround comme celui de la Redoute, on gagnait pas à tous les coups, quoi. Donc il fallait refaire. Des fois, on avait des petites victoires, des fois, on avait des petites défaites, etc. Mais il fallait tous les matins remobiliser soi-même, mais surtout remobiliser l'ensemble des équipes qui participaient et qui faisaient la mise en œuvre de la transformation. Donc oui, travailler beaucoup, oui, rebattre le pétrin, comme disent les boulangers. Je crois que c'est un terme qui me plaît bien. Et puis surtout, ne jamais lâcher parce que de toute façon, tu ne peux rien te reprocher à partir du moment où tu as tout fait. T'as tout donné. Par contre, si jamais t'as échoué et que t'as des remords parce qu'à un moment donné, t'as triché en premier lieu vis-à-vis de toi-même, moi, j'arrive pas bien à dormir. Et c'est important le sommeil. Donc oui, beaucoup de travail, oui, beaucoup d'abnégation, oui, beaucoup de répétition, et oui, beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver à ses fins. Oui, ça fait partie de mes valeurs en tous les cas. Et un rapport assez puissant avec la famille, capable aussi de vraiment de sanctuariser un peu des week-ends où tu avais besoin de couper de cette intensité qui était totalement folle des semaines, j'imagine. Ouais. Alors ça, c'était parce que déjà la décision, bien sûr, de reprendre la Redoute, on l'a prise à deux. Ouais. Mais avant de la reprendre à deux, Nathalie avec son mari et moi avec ma femme, on l'a prise aussi chez nous, quoi. Parce que ça, j'aurais adoré écouter cette conversation. On savait qu'en se lançant dans une aventure comme ça, à un moment donné, ça allait quand même faire bouger un peu l'édifice familial. Donc il fallait l'accord aussi de nos maris et femmes, quoi. Tu fais quoi dans ces cas-là? Tu dis toute la vérité ou t'en as gardé un petit peu pour essayer de la protéger en parlant de ton épouse, par exemple? J'ai dit toute la vérité sur la nature du projet. Ouais. Je me projetais déjà dans l'effort et j'en ai peut-être gardé sous le pied sur ce que ça voulait dire en termes d'effort pour moi et donc avec des répercussions peut-être sur le quotidien de la famille. Parce que quand tu pars le matin très tôt et que tu rentres le soir tard, y a des moments où t'es pas disponible. En tous les cas, tu as besoin d'un temps de latence entre le moment où tu rentres du bureau et le moment où tu es ouvert à autre chose, quoi. Et ces moments-là sont pas forcément agréables pour les conjoints. Et en l'occurrence, merci à eux. D'ailleurs, merci à ma femme, merci au mari de Nathalie d'avoir accepté qu'on ait finalement assez peu de disponibilité, même si, comme tu l'as dit, on essayait de préserver les week-ends, par exemple. Alors, bien sûr, on pouvait pas s'empêcher de travailler un peu le week-end. Mais par contre, les enfants et nos conjoints, c'était quelque chose, et c'est quelque chose d'important. Je crois que quand tu te lances dans une aventure comme ça, si t'as pas des fondations solides, t'as du mal après à évoluer. Et là, en l'occurrence, les fondations permettaient aussi d'avancer ensemble. C'est pour ça, quand je dis on a repris la Redoute à 2, mais peut-être qu'on l'a repris à 4, la Redoute, avec ton conjoint respectif, quoi. En tous les cas, il fallait qu'il soit aligné avec nous, c'est sûr. C'est marrant parce que on en parle souvent de ces parallèles entre les challenges que vivent les entrepreneurs et les sportifs. Combien de fois t'entends des sportifs dire j'ai la chance qu'on me laisse exprimer mon art et aller au bout de mon potentiel parce que ça demande beaucoup de sacrifices personnels et familiaux, bien sûr. Et c'est exactement le même genre de challenge. Un mot juste pour passer sur le côté sport, avant qu'on parle un tout petit peu rugby quand même, bien sûr. Cet amour du volley, je pense que le public français l'a touché du doigt en étant double champion olympique pendant en titre, Cocorico, et on parlait encore tous les deux la semaine dernière, Antoine Brizard, qui est avec nous dans Team Pact et qui est vraiment un mec extraordinaire. Il y a un truc particulier dans le sport co. Il y a un truc particulier dans les sports où, et je pense que le volley en fait totalement partie, tu peux avoir, oui, un Hervé Ngapet qui est extraordinaire en attaque, bien sûr. Si t'as pas le meilleur libéro du monde, si t'as pas le meilleur passeur du monde, si t'as pas les meilleurs bloqueurs, etc. Bon, bref, rien n'est fait. Donc, en gros, tu es rien sans les autres. Ça, je pense, c'est un truc que t'as très bien décrit et qui te correspond beaucoup, que tu incarnes beaucoup, qui, je l'espère, t'a amené dans le rugby, parce que c'est vraiment le même genre de recette. Mais juste un mot sur le volley français, sur la direction que doit prendre. Si on veut prendre plus de plaisir ou autant de plaisir qu'on a pris cet été, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoute, moi, le volley, je le suis toujours un peu. Alors, je vais pas au match le samedi soir, etc., mais je le suis quand même. Et en plus, j'ai la chance d'avoir ma fille, donc ma deuxième, Juliette, qui a joué aussi en élite au volleyball à Clamart. Donc, je suis quand même impliqué dans le volley. J'ai encore des amis, d'ailleurs, qui sont encore dans le volley. Un de mes meilleurs amis, en fait, est un des dirigeants du club de Clamart aujourd'hui, avec qui j'ai joué au volley. Jérôme Joannet, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. En fait, le volleyball, c'est une histoire de dingue parce que moi, quand j'étais gamin, il y avait une génération, c'était 1986, ça te dit rien, mais on avait organisé les championnats du monde en France avec une génération de grands joueurs. Alors, c'était des noms comme Fabiani, comme Blin, comme Hervé Mazon, comme Laurent Tilly, etc. Donc, souvent d'ailleurs, Ngapet, le père, souvent des parents des joueurs d'aujourd'hui. Mais Laurent Tilly, Laurent Tilly qui a entraîné l'équipe de France, absolument, qui a entraîné l'équipe de France et qui est champion olympique, et le fils Kevin qui joue en équipe de France. Ouais.
Et en fait, on avait fini, je crois de mémoire, on avait fini 6e. Et l'idée, c'était aussi de capitaliser, de construire le volleyball et l'essor du volley derrière. À l'instar de ce qu'avait fait le hand avec cette superbe génération des Barjots, où ils étaient partis de rien. Et puis, ils ont créé un truc incroyable jusqu'à être, je sais pas combien de fois, champion olympique. Nous, le volley, on n'a pas réussi. Et aujourd'hui, moi, ce qui me frustre un peu, c'est que on est double champion olympique avec une génération de joueurs absolument incroyable. Et ces joueurs ont travaillé, parce que pour reprendre ce qu'on disait il y a 5 minutes, ils ont travaillé, ils n'ont pas triché, ils ont une histoire collective et humaine qui est absolument incroyable. Je pense que individuellement, c'est peut-être pas les meilleurs du monde, mais par contre, en tant qu'équipe, ils sont abattables. Ils jouent mieux ensemble. Et ils jouent mieux ensemble. Ouais, mais il a raison. Et on joue mieux quand on est ensemble. Mais il a raison, ils se connaissent par cœur, ils s'aiment. En fait, c'est des gens, c'est un groupe qui s'aime. Et quand tu es sur un sport co et que tu as un groupe qui s'aime, alors ça paraît un peu trivial ce que je dis, mais t'es plus fort. C'est pas 6 qu'ils ont sur le terrain, c'est 10. Donc ils sont plus forts. Par contre, pour revenir à ta question, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui pour les instances fédérales de commencer à capitaliser là-dessus et de faire en sorte que enfin le volleyball prenne la place qu'il doit prendre en France. Quand tu as une équipe de sport co qui est double champion olympique avec une génération incroyable, je pense que le plan doit être effectivement de savoir comment on va construire autour de ces gens-là, quoi. Et en plus, je les connais pas tous, mais je pense que c'est des hommes qui ont envie d'apporter parce qu'ils ont reçu. Et quand tu reçois, il faut redonner. Et le sport t'apprend ça aussi. Quand tu as reçu, tu redonnes. Et je pense que cette génération-là, alors je connais un peu Antoine, etc., dans leur discours, ils expriment ça aussi. Donc, faisons quelque chose. Écoute, avec plaisir, à bon entendeur. Un mot sur le rugby. Je t'avoue que j'étais vraiment sur le cul la première fois qu'on se rend compte à quel point tu connais bien le rugby. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment le rugby pour ses valeurs, pour ce que ça représente, mais quand tu parles un petit peu technique, bon, tu te rends compte qu'il y a 2-3 trous dans la raquette quand même. Je pense que je connais beaucoup moins bien le volley que toi. Tu connais le rugby par exemple d'un point de vue purement technique. Je sais comment on joue, quelles sont les règles, etc. Mais j'ai pas cette finesse de compréhension du jeu que toi vraiment t'avais. On parlait de profils de différents demi-mêlées. Je sais que t'aimes beaucoup Baptiste Serin par exemple. C'était très marrant de voir comment un Morgan Parra est différent d'un Baptiste Serin ou d'un Antoine Dupont, etc. pour tous ceux qui connaissent. D'où te vient ce goût du rugby? Alors j'imagine l'esprit collectif à son apogée, ok, peut-être un peu de castagne aussi, le côté physique du rugby te plaît, une culture aussi de l'ultra respect de l'adversaire et d'être capable de se viander sur un terrain pour ensuite être réglo en dehors. Donc il y a un certain code d'honneur, un peu, tu vois, un peu comme des gladiateurs qui te plaît bien. C'est quoi qui t'a approché du rugby? Alors déjà, mon père aimait bien le rugby. Donc quand j'étais petit, les matchs du tournoi sur France Télévisions avec c'était Pierre Salviac et Alba Ladejo. Bon, regardez, c'était quand même des grands rendez-vous. Jean-Pierre Rive en sang, je l'ai encore. Le père de Pierre Paparamborde, Robert, qui était je le revois encore, tous ces. Donc c'est parti de là. Et puis ensuite, alors j'ai aussi un beau-frère, le mari de la sœur de ma femme, qui a été joueur au Racing Club de Toulon. Patrice Mestre, qui aujourd'hui a joué au sport à la mairie de Cannes et qui est quelqu'un dont je suis proche, donc qui m'a aussi, avec qui j'ai parlé rugby beaucoup, etc. Mais moi, il y a un truc que je trouve très bien dans le rugby, c'est que, contrairement à d'autres sports, probablement, c'est un sport qui accepte tout le monde. C'est-à-dire que, devant, on dit souvent, t'as les gros, derrière, t'as les gazelles. Le rugby moderne, c'est de moins en moins vrai. Je pense que les mecs devant sont de moins en moins gros et que les mecs derrière sont de moins en moins des gazelles. C'est-à-dire qu'ils font tous à peu près 100 kilos, mais ils courent tous le 100 mètres en 11 secondes. Donc, qui est devant, qui est derrière, j'en sais rien. Mais je trouve que, déjà, le fait de faire de la place à tout le monde, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, faire de la place à tout le monde, c'est un truc sur lequel on pourrait réfléchir au niveau de la cohésion nationale. Il y a un certain nombre de valeurs à retirer de ça. 100%. Et puis là aussi, tu parlais d'un sport co dans lequel tu n'es rien sans rien, sans l'autre. Sans des avants dominants, t'as beau avoir les meilleurs 3/4 du monde, tu feras rien. Et sans avoir des bons 3/4, même si tu prends les ballons devant, tu marqueras pas d'essai. Donc la réalité, c'est que c'est un sport éminemment collectif. Et comme on l'a dit avant, moi, le collectif, c'est un truc qui m'anime beaucoup. Donc le rugby, pour moi, c'est un des sports les plus collectifs qui existent. Et puis, il s'avère aussi que l'ambiance, la vie autour d'un match du rugby, la volonté de partager. La fête, la joie. La joie. Quand j'étais petit, j'allais aux fêtes de Bayonne, tu vois, à l'époque où elles étaient encore sympas et tout. Donc j'ai trouvé un environnement, une atmosphère qui me plaisait. Puis de toute façon, à un moment donné, quand tu regardes des gens qui ont fait du sport, moi j'attache beaucoup d'importance aux yeux, à la manière dont tu regardes les gens, à la manière dont les gens te regardent. Et un type qui a fait un vestiaire, un type qui a fait du sport, il te regarde pas pareil qu'un type qui n'en a pas fait. Et pour moi, ça c'est important. Savoir ce que c'est qu'une équipe, savoir ce que c'est qu'un vestiaire. Et de souffrir ensemble. C'est important. Bon, on pourrait en parler pendant longtemps. Le rugby, c'est un truc que j'aime beaucoup, oui.
Écoute, on pourrait en parler pendant très longtemps et je te dis pas ça franchement pour te faire des compliments gratuits, mais il connaît vraiment bien le rugby. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... C'est compliqué le rugby, hein. Ah oui, Il y a des oui. règles très compliquées. C'est pas si facilement identifiable malgré les heures de vol, malgré le nombre de matchs que tu as pu regarder, malgré tout ce que tu veux, malgré le nombre de coupures de l'équipe que tu as pu lire. Et pour répéter les mots des autres, il faut se les approprier, il faut comprendre comment ça fonctionne. Tu t'es un équilibre dans une équipe. Tu avais souvent des bonnes intuitions sur celui-là, mais je pense que c'est un bon mec, mais j'en suis pas sûr. Enfin, tu vois, les décalages entre la personne et l'image médiatique. Enfin bref, voilà. Donc c'est agréable d'échanger avec toi là-dessus. Plongeons tout de suite dans la réalité de cet extraordinaire retournement de situation de la Redoute. Moi, je te le disais avant qu'on arrive, faut faire un bouquin, un film, une série, tout ce que tu veux, mais l'histoire est géniale parce qu'elle est belle. Évidemment qu'il y a eu des moments très compliqués dedans, j'imagine. Mais il y a un commencement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation à date, de comment est venu le deal La Redoute sur la table? Et puis d'un moment où j'ai adoré, tu m'avais raconté que tu as dû quand même te retourner vers la famille Pinault pour leur dire j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus d'acheteurs. J'en ai une bonne, j'en ai trouvé une autre. C'est moi et Nathalie. Parle-moi de ce moment, s'il te plaît. Ouais, alors non, bon, La Redoute, c'était un des fleurons du commerce français. Ouais. Enfin, La Redoute, c'est une marque qui fait partie du patrimoine français. Enfin, tout le monde connaît La Redoute. Ouais. On a tous été animés par les gros catalogues qu'on a reçus à la maison. Moi, je me battais avec mon frère et ma sœur pour corner les pages pour la rentrée de septembre, avoir la paire de Stan Smith, les kickers, c'est que ça. Donc, c'était dans le foyer des Français. Sur la table basse, sur le salon, peu importe, mais il y avait un catalogue de La Redoute. Donc, c'est une entreprise qui te laisse pas indifférent quand même. C'est pas n'importe quelle entreprise. Comme je dis souvent, c'est pas une entreprise de boulons dans la vallée de la Bièvre. Ça veut rien dire, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et il s'avère que quand j'étais au sein du groupe Kering, donc j'étais CFO de la branche vente à distance, et dans l'ensemble du portefeuille de la branche vente à distance, il y avait La Redoute. On en a parlé, c'est Nathalie qu'on avait recrutée en 2008-2009, qui s'occupait en fait comme directrice générale de La Redoute, etc. Et il s'avère que La Redoute avait pris du retard, je sais pas si tu te souviens, mais au début des années 2000, il y avait le début de l'e-commerce, de la vente à distance, mais digitalisée. Alors que nous, on était sur un modèle de ce qu'on appelle le modèle de catalogue, où en fait, t'écrivais ce que tu voulais, t'envoyais le courrier et on te livrait derrière. Ou alors, tu passais une commande par téléphone, etc., etc. Et là, c'est vrai que le numérique, le digital a complètement transformé les modèles. Des concurrents sont arrivés comme Cdiscount, Vente Privée, pour pas citer de noms. Et en l'occurrence, La Redoute était encore engluée dans son vieux modèle. Et en l'occurrence, ça avait pris du retard. Et dans le monde économique, quand tu commences à prendre du retard, c'est compliqué de rattraper. Et en l'occurrence, La Redoute a beaucoup souffert. Quand on a repris La Redoute perdait environ 50 millions d'euros par an. Wow. Et avait un chiffre d'affaires qui malheureusement était en baisse depuis plusieurs années, même des années où parfois on perdait 10% ou plus de chiffre d'affaires. Donc c'était vraiment le modèle qui était en train de s'écrouler face à la montée en puissance des entreprises qu'on n'appelait pas encore, mais qui étaient des entreprises digitales et numériques. Et en l'occurrence, donc moi j'étais à l'époque chez Red Cats. Et je voyais tout ça, je travaillais avec Nathalie, mais un peu plus de loin, parce que moi, j'étais le représentant de l'actionnaire, en fait, vis-à-vis de Redoute. Et puis, comme je te l'ai dit, Nathalie est arrivée, on a commencé à travailler ensemble, etc., pour commencer à ébaucher, en fait, un plan du futur de La Redoute. Et puis, il y a une décision importante aussi qui est arrivée au sein du groupe Kering, c'est que François-Henri Pinault et l'ensemble des équipes du groupe Kering ont décidé de sortir de l'activité de distribution, donc retail, pour aller vers le luxe. Et à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais le groupe Kering avait Conforama, la Fnac, Red Cats, donc La Redoute, Verbaudet, Cyrillus, Pinault Bois Matériaux, enfin il y avait Rexel, il y avait un certain nombre d'enseignes qui étaient des grosses enseignes de la distribution. Et donc, pour se transformer et passer de la distribution, de l'univers de la distribution vers l'univers du luxe, la décision a été prise par le groupe de vendre les entreprises. Et en l'occurrence, moi, j'ai piloté la cession de l'activité vente à distance du groupe Kering. Donc, il y avait La Redoute, Verbaudet, Cyrillus, un portefeuille de marques aux États-Unis, un portefeuille de marques en Scandinavie, etc., etc. Et au moment où je me suis occupé de tout ça, etc. À faire l'audit, finalement, de La Redoute. À travailler sur la cession des actifs de la vente à distance, quoi. Et donc, on avait vendu Verbaudet, Cyrillus, les marques américaines, puis est venu le tour de Redoute. Et quand est venu le tour de Redoute, comme La Redoute perdait de l'argent, etc., c'était compliqué de trouver des acquéreurs. C'était pas forcément l'entressise la plus sexy dans un environnement où, je te l'ai dit, il y avait pas mal d'entreprises digitales qui commençaient à émerger de manière très massive, etc. Et donc, on a essayé de trouver des repreneurs. Alors, il y a eu 2-3 repreneurs de La Redoute, mais un jour, en fait, je me suis retrouvé je parlais de Jean-Marc Duplex et je t'ai dit que c'était un ami, je me suis retrouvé dans le bureau de Jean-Marc,
Et il y a François-Henri Pinault qui est arrivé dans le bureau, et puis on discutait, etc. Puis je lui expliquais un peu la nature des offres qu'on avait sur Redoute. Puis à un moment donné, je dis, bah ouais, mais ça, je pense qu'il y a si, parce que François-Henri était un patron pour lequel moi j'ai énormément de respect, qui demandait toujours l'avis à ses managers, au plus près du terrain, au plus près du business, etc. Et donc j'étais avec Jean-Marc, que j'avais connu par ailleurs chez Arthur, qui est un ancien rugbyman, très bon rugbyman d'ailleurs, que j'avais connu chez Arthur. Et donc on parlait de tout ça, je bossais beaucoup à cette époque-là, c'était quand même très intense. Et en fait, j'expliquais à François-Henri pourquoi les offres étaient pas bonnes. Puis au bout d'un moment, François-Henri Pinault, il me regarde, il me dit, bah ouais, mais si les offres sont pas bonnes, si toi tu penses que c'est pas bon, c'est que t'as un chemin, quoi. Et là, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, je suis en train de dire que c'est pas bon pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, mais ça veut dire que je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes pour la marque. Et Nathalie aussi le pensait, tu vois. Donc, et je me dis, tiens, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Donc, quelque part, c'est un peu Jean-Marc et François-Henri qui m'ont mis le pied à l'étrier par rapport à ça. Et derrière, tout de suite, moi, j'en ai parlé avec Nathalie, parce que je me disais, mais si je fais ce truc-là, vu la taille et vu de là où on part, ben, à deux, ça sera mieux et on sera plus fort que tout seul. Donc, j'en ai parlé à Nathalie. Je dis, voilà, il y a peut-être une opportunité là-dessus. Toi et moi, on a travaillé sur un plan avec les équipes, etc., etc. Bah, peut-être que ce plan-là, on pourrait le faire pour nous, quoi. Et donc, François-Henri, on lui dit, bah, écoutez, laissez-nous réfléchir. On va travailler avec Nathalie. Donc, on a travaillé, on a affiné le plan. On a affiné notamment ce qu'on appelle les besoins de financement pour faire en sorte que l'entreprise se retourne. Et puis surtout, on a travaillé aussi sur nous deux, quoi. Est-ce qu'on est capable à deux de se lancer dans une aventure comme ça, d'un point de vue personnel? Professionnellement, il n'y avait pas de doute. Moi, je savais que Nathalie était une femme de valeur. Je pense qu'elle pensait que j'avais 2-3 qualités aussi. Donc, on n'avait pas trop de doute sur l'aspect professionnel. Mais tu fais comment pour aller travailler sur l'aspect personnel, là? Bah, tu sais ce qu'on a fait? On s'est retrouvés, je me rappellerai toujours. On s'est retrouvés, on s'est dit, bah, on se voit à Paris. À l'époque, on avait des petits bureaux près du quai de Gemap, dans Paris, dans le 10e. Et on se fait une journée entière avec Nathalie. On bosse, mais en même temps, on parle. On bouffe un morceau, on discute. Et en fait, on se dit, est-ce qu'on est capable, toi et moi, en tant que personne, d'assumer un leadership pour pouvoir faire le retournement et faire en sorte que l'entreprise soit encore là dans 50 ans, quoi. Et là, on s'est fait, comme on dit, un fond de l'œil, quoi. On s'est dit ce qu'on n'aimait pas, les choses sur lesquelles on pensait que ça pouvait capoter, les choses qu'on adorait, sur lesquelles il fallait capitaliser, etc. Puis à la fin de la journée, on s'est rendu compte que, bah ouais, quoi. On avait un projet, on avait un actionnaire propriétaire actuel qui, si on lui présentait un projet fiable, pouvait nous suivre. En tous les cas, il n'avait pas fermé la porte, loin de là. Et en plus, on s'était rendu compte qu'on pouvait travailler ensemble. C'était une première étape, quand même, dans l'aventure de la Redoute. Là, on s'est dit, bah, on ne sait pas si on va y arriver, mais en tous les cas, les conditions se réunissent pour qu'on y arrive. Et bah, banco, on y va, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le point de départ de la manière dont on est parti dans l'aventure à deux avec Nathalie. Et vous étiez fait des scénarios un petit peu en mode, bah, s'il se passe ci, voilà comment moi je réagis, si c'est pas dans cette direction-là. Tu sais, c'est un peu, on essaie de voir tous les scénarios noirs qui peuvent se passer pendant un match pour que si ça arrive, t'es un petit peu moins déstabilisé. Tu vois, si on prend un carton, s'il y a une interception, s'il y a un blessé, s'il y a l'arbitre est de mauvais poil, etc. Est-ce que vous avez fait ce travail un peu en mode, bon, bah, c'est quand même un vrai risque, il y a quand même une vraie prise de risque à deux qui était importante, réputationnelle, économique, voire familiale, parce que tu savais que vous allez devoir travailler comme des acharnés pendant des années pour retourner une situation qui était très compliquée. Bah, j'en suis sûr. Vous étiez projeté dans ces scénarios vraiment compliqués pour être sûr pas surnoircir le tableau, mais être certain d'avoir les yeux en face des trous sur la montagne qui était en face? Alors, tu vas me prendre pour un dingue, mais en fait, à partir du moment où on a dit on y va, alors bien sûr, on a déterminé combien on avait besoin pour pouvoir mener cette transformation, etc. Mais une fois que tout ça a été calé, qu'on avait fait ce travail quai de Gemap dont je t'ai parlé, ben en fait, à aucun moment on a pensé à pas réussir. Je t'assure, hein, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que on était porté par une histoire, et c'est ça, je pense que le grand sujet en fait de cette transformation, c'est qu'à un moment donné, on était porté par une histoire qui était plus forte que nous. Et je vais te dire, à aucun moment avec Nathalie, on s'est mis dans une situation où on s'est dit, on va échouer, on va déposer le bilan, on va aller au tribunal de commerce, etc. Je crois qu'on n'en a jamais parlé. Je suis même certain qu'on n'en a jamais parlé. On a eu des moments durs. Hein. Bah, on a eu des moments, peut-être qu'on y reviendra, mais quand on a fait le nouvel entrepôt logistique, été 2016, je me rappelle très bien, j'étais en Italie avec ma femme et mes enfants, et en fait, ça marchait pas, quoi. Donc, tu commandais, je sais pas, une paire de jeans, t'avais une table basse qui était livrée. Tu vois, donc là, il y avait un truc vraiment ça marchait pas, quoi. C'était évident. Et là, on a eu des moments pas de peur, mais des moments où c'était dur. Sûr. Mais à aucun moment, on a fait un plan en disant, mais si jamais on doit fermer, qu'est-ce qu'on fait? Jamais.
Et c'est en ça, je crois, qu'on avait une vraie conviction qu'on allait réussir. Et ça nous a animés pendant les 8 ans où on a fait cette transformation. Et il y avait un réel attachement quasi sanguin au fait que oui, vous l'avez fait pour vous, pour vos familles, etc. Mais aussi, vous vouliez sauver une boîte. Ouais, Vous vouliez sauver un patrimoine de l'économie française. Tu as raison. Ça, c'était un truc qui est à la fois pour Nathalie, à la fois pour moi, mais aussi pour l'équipe de direction, parce qu'on parle de nous deux, mais il y avait aussi une équipe de direction qui était avec nous, puis après l'ensemble des collaborateurs. Ouais. Mais il y avait aussi cette volonté de se dire, finalement, si à un moment donné, on doit mettre un peu plus d'énergie que d'habitude, si c'est pour sauver une boîte qui s'appelle La Redoute, ça en vaut la peine, quoi. Donc, il y avait aussi... C'est une boîte c'est une entreprise qui est extrêmement affective, où l'affect est important. Et tous les gens qui sont passés chez Redoute, quelles que soient les périodes, même les périodes qui étaient les plus dures, vous diront que c'est une entreprise extrêmement attachante. Et quand tu te dis que, à 50 berges ou à 45 ans, t'as comme mission de sauver une boîte qui fait partie du patrimoine économique français, ouais, alors t'es un peu tête brûlée, mais t'y vas, quoi. Tu fonces, tu prends des garanties, tu t'assures d'un minimum de choses, mais encore une fois, à aucun moment, on s'est mis dans la situation, et si jamais ça marche pas, jamais on a pensé comme ça, jamais. Alors, tu as parlé tu avais un comité de direction, il y avait Nathalie, oui, il y avait aussi des employés. Et dans cette reprise, il y a eu une décision qui, j'imagine, a été particulièrement difficile, c'est qu'il fallait faire des choix sur la masse salariale qui était drastique, mais aussi une autre décision qui était d'embarquer capitalistiquement les employés restants dans cette aventure. Ouais, alors ça c'est pour moi la partie la plus compliquée, et c'est probablement la partie qu'on a le mieux réussi pour faire la transformation, parce que j'ai coutume de dire que des plans de transformation, des PowerPoint très intelligents, faits par des gens très intelligents, t'en as plein. Plein. Par contre, des gens qui sont capables de mettre en musique, d'exécuter et de faire en sorte que ça marche, c'est plus compliqué. Parce que l'exécution est clé pour ce genre d'aventure. Et en l'occurrence, il y avait une espèce de dichotomie à un moment donné où, oui, tu l'as rappelé, malheureusement, on a fait le choix initial de se séparer de 1200 collaborateurs. C'est beaucoup, 1200 collaborateurs pour Redoute. Et dans une région, dans une ville, c'est le Nord, Roubaix, c'est une région où c'est à Roubaix. C'est une région où économiquement ça a été dur. Hein. C'est une région qui était en pleine transformation, etc. Donc c'était pas un sujet simple. Tu te dis pas, tu fais pas ça comme ça, quoi. C'est pas trivial. Malheureusement, par rapport à ce qu'on pensait être bon pour l'entreprise, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix que de se séparer de ses collaborateurs. Mais en même temps, il y en a 1200 qui devaient nous quitter, mais il y en a à peu près 2500 à qui tu devais faire découvrir le coin de ciel bleu auquel toi tu croyais. Donc tu avais un moment où tu avais des gens que tu devais faire partir. Donc là, c'était dur, on avait des discussions avec les partenaires sociaux, c'était compliqué, y compris avec les pouvoirs publics, etc., etc. Mais en même temps, tu devais, dans la même journée, dire à ceux qui restaient et ceux que tu allais recruter, vous savez quoi ? L'aventure et la trajectoire qu'on a, on y croit, voilà pourquoi on y croit, et on vous demande aussi de vous associer et d'y croire. Et là, effectivement, on a eu je pense, un truc... D'ailleurs, qui avait plu à François-Henri Pinault au moment où on lui a présenté le projet, c'est que on a décidé d'associer l'ensemble des collaborateurs à la reprise de l'entreprise. C'est-à-dire que 51-49, je crois, c'est ça ? Voilà, on a gardé, nous, Nathalie et moi, pour des raisons de gouvernance et de facilité d'exécution et d'agilité, comme on dit maintenant, la majorité du capital. Par contre, 49% du capital, on l'a distribué aux collaborateurs via ce qu'on appelle un fonds commun de placement dit de reprise. On a été les premiers à le mettre en œuvre en France. Mais ça a déjà été fait, ça ? J'ai l'impression que c'est du jamais On était vu, les premiers à l'époque à le faire. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas suivi, mais en tous les cas, on était les premiers à le faire. Ce qui donnait la possibilité aux collaborateurs d'investir, d'avoir même un abondement de l'entreprise pour jusqu'à une certaine somme et de devenir quelque part actionnaire de leur entreprise dans laquelle ils travaillaient. Et on a même décidé d'ouvrir le capital aux gens qui partaient, les 1200. De dire, c'est un effort incroyable de partir, parce que quand tu es depuis 20 ans ou 25 ans dans une entreprise, c'est pas anodin quand demain on te dit... Il y en a qui l'ont fait ? Il y en a qui l'ont fait, absolument. Il y en a qui l'ont fait. Et donc, sans qu'on parle du succès, mais donc qui ont largement bénéficié de ce retournement. Et qui ont bénéficié du retournement, absolument. Ouais. Donc, si tu veux, ça, c'était le sujet humain et culturel le plus dur, c'était de dire, on se sépare de 1200 personnes. À l'époque, c'était quasiment 50% du siège social à Roubaix, quoi. Donc, c'était pas facile, c'était compliqué, c'était dur, à la fois professionnellement, mais surtout humainement. Pour nous, mais bien sûr pour les gens aussi qui étaient concernés. Mais en même temps, d'embarquer dans la nouvelle histoire l'autre partie de l'équipe. Donc là, c'était une période très compliquée, mais si on doit refaire l'histoire, et comme tu le sais, on est toujours plus intelligent après, je pense que ce moment-là a été extrêmement contributif dans le succès futur de l'aventure. Et je sais pas si tu peux en parler, mais tu m'avais même dit que ces challenges, cette tension, et cette quasi-détresse humaine dans les choix que tu as dû faire, avaient même entraîné quand même quasi, pas de l'insécurité, mais tu disais que tu devais faire gaffe quand tu montais,
Parce que, évidemment, qu'il y avait des gens absolument révoltés, tu leur avais enlevé leur gagne-pain, et c'est facile maintenant, a posteriori, quand tu sais comment la fin a été et comment certains ont été rétribués. Mais à ce moment-là, des gens clairement étaient au chômage, quoi, si tu veux. Il y avait vraiment une détresse humaine importante. Même si on a fait en sorte que socialement, en fait, on accompagne le plus possible les personnes. Tu vois, les personnes qui étaient, on a mis en place ce qu'on appelait des mesures d'âge, c'est-à-dire les personnes qui étaient au plus proche de la retraite, on les accompagnait pour avoir leur trimestre, etc. Ouais. Donc, on a essayé au plus possible d'être socialement responsable par rapport à ce plan social. Ouais. Mais ça reste un plan social. Donc, quand le père de famille ou la mère de famille rentre chez elle le soir pour annoncer que il se passe ça, on avait tout à fait conscience de la difficulté et de ce que ça représentait pour ces familles-là. Donc, on a essayé de faire au mieux, mais on n'avait pas le choix. Et effectivement, ça a été des moments où il y a eu des tensions extrêmes. Je me rappelle d'une journée où on est sorti pour expliquer qu'il fallait voter, parce qu'à un moment donné, en fait, notre plan de reprise, une des conditions suspensives que l'on a émis dans le fait de reprendre l'entreprise, c'est d'avoir l'accord des partenaires sociaux sur la mise en œuvre du plan social. Le 21 mars 2014. Ah bah tu vois, je l'ai noté. Je l'ai noté. D'accord. Et ouais, ça a été un moment extrêmement dur, parce qu'une grande tension, je me rappellerai toute ma vie, dans la cour de la Redoute de l'entreprise à Roubaix. Donc attends, juste pour le contexte, là, plan social a été effectué. Non, il n'a pas été effectué. Dans notre projet de reprise, on dit que nous, on a un plan social de 1200 personnes, et qu'avant de reprendre l'entreprise, on veut l'accord des partenaires sociaux pour la mise en œuvre du plan social. D'accord. Voilà. Okay. Donc on reprend l'entreprise. 51-49, mais tout le monde est intéressé, ou en tout cas la possibilité d'être intéressé dans ce fonds pour les. On veut que les partenaires sociaux acceptent que l'on mette en œuvre ce plan social pour assurer la continuité de l'entreprise. Et ça, on veut que ça soit signé avant que nous, on reprenne l'entreprise. Parce que t'imagines, si on reprend l'entreprise et que ça devient un bain de sang derrière. Bien sûr. Donc là, on voulait que les conditions soient réunies, et notamment sur le plan social, pour pouvoir partir dans la nouvelle aventure. Et donc, alors ce 21 mars 2014, c'est un moment d'extrême tension. Il y a qui déjà? Il y a tout le monde. Il y a tout le monde dans la cour il y a tous les salariés. C'est où? C'est à Roubaix. Ouais. C'est à Roubaix, dans les locaux de l'entreprise. Et là, en gros, on explique aux gens que nous, on a un plan qui est financé, mais par contre, on a une condition suspensive qui est effectivement que l'accord sur la mise en œuvre du plan social soit accepté par les partenaires sociaux pour pouvoir le faire. Et là, t'as les partenaires sociaux qui... Je me mets à leur place aussi, parce qu'ils se disent, mais on n'a pas réussi chez Kering, chez PPR et Kering, qui est un groupe puissant, la famille Pinault derrière, etc. Qu'est-ce que Bala Courteil vont nous apporter de plus, et est-ce qu'on part pas dans l'inconnu? Est-ce que c'est pas risqué pour nous, collaborateurs, de partir dans cette aventure-là? C'est vrai que c'est risqué. C'était risqué. C'est risqué pour tout le monde. Bien sûr. Mais si tu veux, pour un collaborateur, se dire... Alors bien sûr, il y a les syndicats qui ont joué leur rôle, etc. etc. Donc il a fallu beaucoup parler, et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de tensions. Moi, je m'en rappelle, il y avait... en gros, il y avait 50% des gens qui étaient pour et 50% des gens qui étaient contre. Et c'était physiquement, ils se faisaient face à face. Et là, avec Nathalie, on a décidé d'aller à leur rencontre pour leur dire pourquoi il fallait signer ce plan. Et là, ça a été très tendu. Très tendu. Micro à la main, mégaphone, c'était quoi? Ouais, alors, de mémoire, hein, on est sorti avec un mégaphone pour expliquer pourquoi il fallait signer cet accord pour la suite de l'entreprise. Parce que si on n'avait pas cet accord, franchement, l'entreprise, elle déposait, quoi. Ouais. On déposait le bilan, on allait au tribunal de commerce et l'aventure était finie. On parlait plus de Redoute. Mais ça, fallait l'expliquer. Et encore une fois, et les collaborateurs, les gens concernés, ils avaient des doutes. Et on le comprenait qu'ils aient des doutes. Mais c'était à nous de convaincre. Donc c'était un exercice qui était vraiment pas simple. Ouais. Très dur même. Tu penses que c'était le moment le plus dur de l'aventure de la Redoute? Ah, ça a été un des moments très durs parce que ça touchait à l'humain. Donc forcément, c'est dur. Ça a été un moment, très dur. Très dur. Et dans ces moments particulièrement durs et d'extrême tension, évidemment, t'étais absolument certain d'avoir le soutien de Nathalie à tes côtés? Ah, mais on était ensemble. Seule voix. Ah, on était ensemble. C'est-à-dire qu'au moment où on décide de faire tout ça, sur tous ces sujets-là, t'imagines, si on n'est pas aligné sur ces sujets-là, ça sert à rien de partir dans l'aventure, quoi. Mais oui. Et encore une fois, ni Nathalie ni moi, en plus, socialement, alors on disait socialement responsable, etc., mais ni Nathalie ni moi prenons du plaisir à licencier des gens. Enfin, tu vois, on se lève pas le matin en disant super, on licencie des gens. Ça n'existe pas, des patrons comme ça. Et nous, on avait vraiment envie de donner une suite à l'entreprise, quoi. Et malheureusement, ça passait par cet effort qui était pour certains inadmissible, et c'est là où il a fallu convaincre.
Et les résultats sont pas arrivés du jour au lendemain. Il n'y a pas eu un coup de baguette magique où d'un coup la boîte était profitable et tout s'est bien passé. non. Tu as eu une nouvelle usine dont tu as parlé qui fonctionnait même pas au début. Enfin bref, on voit beaucoup la fin, mais au milieu, il y a eu beaucoup de challenges. Il y a des moments où tu as dit que tu n'as jamais eu de doute sur le fait de réussir. Ok. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des gens autour de toi, peut-être ta famille, des amis qui se disent vous allez dans un mur? Jamais. C'est le moment d'appuyer sur pause. C'est le moment de remballer le projet. Jamais. Je pense que ma mère a eu peur. Tu vois, quand tu parlais de ce 21 mars 2014, etc., où c'était quasiment physique, quoi. Quand tu commences à expliquer les choses avec des gens qui sont contre toi, des gens qui sont avec toi, enfin, t'es dans la cour au milieu de tout le monde, etc. Donc, je pense que ma mère, elle me l'a jamais dit, mais je pense qu'elle a eu un peu peur à un moment donné. Mais par contre, des gens qui m'ont dit, Eric, plie les gaules et reviens à la maison, non, jamais. Par contre, pour compléter ce que tu me dis, au moment où on a repris l'entreprise, il n'y avait pas grand monde qui y croyait. Ça, je peux te le dire. Et d'ailleurs, j'ai coutume de dire que nos meilleurs ennemis ou les gens qui te flattent dans ces moments-là, mais qui sont pas vraiment tes amis, te disent « Ah, c'est super, vas-y. » Tu vois. Et j'ai appelé un ami, d'ailleurs, au moment où j'ai voulu reprendre l'entreprise, un ami en qui j'ai confiance, Farid, de Fred et Farid, l'agence de communication, avec qui j'en ai parlé longuement. Et il a eu cette phrase où il m'a dit, parce qu'il a des bonnes phrases, Farid, et il m'avait dit tu verras, tous ceux qui t'aiment pas, ils vont te dire qu'il faut y aller. Et il avait raison. Parce que pas grand monde n'y croyait. Nathalie et moi, je te l'ai dit, on y croyait et on a toujours été convaincus qu'on allait réussir. Mais par contre, tu donnais les clés du camion à n'importe qui dans la rue, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui reprenait la boîte, quoi. Ça, c'est fou. Et tes techniques de management, tu penses, qui ont eu le plus d'impact positif? La transparence, l'honnêteté, la droiture, la full confiance en Nathalie, ça, j'ai vu 10 citations qui parlaient de votre fusion de... Alors, j'ai compris qu'il y avait dans la cuisine, il y avait peut-être aussi d'autres discussions qui pouvaient être beaucoup plus intenses. Pas souvent. Ça, ok. Mais si tu dois souligner un peu 2-3 traits de caractère du tien et celui de Nathalie, qui en fait, tu penses que vous avez été une équipe dirigeante, un duo de dirigeants performant, c'était quoi? Je crois que très vite, en fait, et ça c'est important pour un projet comme ça, l'ensemble des collaborateurs, alors, ça s'est fait par itération, c'est-à-dire le premier cercle, puis le deuxième, puis le troisième, etc., ont compris de la sincérité de notre engagement avec Nathalie. C'est-à-dire que quand on disait qu'on avait envie de sauver cette entreprise qu'on aimait, c'était partagé et je pense que les gens ont compris que c'était sincère. Parce qu'on prenait beaucoup de risques, nous aussi, mine de rien, à titre personnel. Parce que si t'échoues, bah effectivement, tu vas déposer tout le monde. Mais Nathalie et moi... Réputation. Je pense que la réputation... alors j'aurais pu aller élever des chèvres dans le Vercors après derrière. Mais je suis pas très bon. Il n'y a rien de mal à ça. Mais je suis pas très bon, je suis pas un grand manuel non plus, tu vois, je suis pas... Donc je pense qu'on aurait pris quand même des coups. Les gens le savaient, ça, la prise de risque que vous avez pris, vous, personnellement? Ah, je pense, ouais. Je pense que les gens s'en rendaient compte. Je pense que les gens s'en rendaient compte. Mais je te dis, la sincérité qu'on avait par rapport à l'engagement, la transparence, parce qu'on disait quand ça allait bien, mais on disait aussi quand ça allait mal. Ouais. L'engagement, on était au cœur de la mêlée. On n'était pas dans notre bureau fermé, et en disant il y a qu'un faucon. On était dedans, on bossait, on comprenait, on animait toutes les réunions ensemble. Apparemment, toi, personnellement, tu passais beaucoup de temps dans les locaux, dans les usines, à te balader, à rencontrer les gens, à être là tôt le matin, Nathalie et moi, on passait du temps, en fait, à aller à la rencontre des gens pour expliquer. Tu sais, parce que... Pour expliquer quoi en particulier? Pour expliquer le rôle, parce que quand tu as une personne, je vais te donner un exemple, tu as une personne qui est en charge de préparer les commandes dans le nouveau site logistique qui enfin marche, on est après 2016. Okay. Cette personne-là, elle remplit des sacs, les sacs Redoute qu'on envoyait, etc., pour livrer quand tu avais commandé 3 t-shirts et 2 shorts. Mais elle se dit pas tous les jours, je suis dans la grande histoire du turnaround de la Redoute, je suis etc. Donc, lui dire en quoi son rôle était important au sein de la grande histoire. Ta petite histoire en tant qu'individu, elle s'inscrit dans une grande histoire. Et oui, nous qui sommes garants de la grande histoire, on a conscience de ça, mais on te dit aussi merci parce que tu es acteur de la grande histoire. Et souvent dans les entreprises, on oublie ça. C'est-à-dire que quand tu vas parler à un collaborateur, tu vas lui rappeler que oui, son quotidien, c'est ça. Dans tous les métiers, il y a des choses que tu fais comme ça, etc. Mais ce que tu fais là, c'est aussi un des maillons de la grande histoire. Et je crois que si tu me demandais les modes de management, les espèces de règles de management, alors moi, je suis pas un grand théoricien du management, mais une chose est sûre, c'est que quand un individu dans son quotidien, à un moment donné dans la journée, il se dit qu'il fait partie d'une grande histoire,
je pense que ton investissement n'est pas le même quand tu fais de manière répétitive toujours la même chose. Parce qu'il y a des tâches qui sont pas simples dans le monde de Bien l'entreprise. sûr. Mais ces gens-là ont le droit aussi d'avoir accès à la grande histoire et de se dire qu'ils sont acteurs de la grande histoire. Et ça donne du sens. Et comme tu le sais, en sport, c'est pareil. Quand tu donnes du sens aux gens, quand tu donnes du sens à tes coéquipiers, quand tu donnes du sens à tes collaborateurs, eh ben, ils sont beaucoup plus forts que lorsqu'ils n'ont pas de sens et qu'ils viennent pointer le matin, quoi. Et je crois qu'un des enseignements qu'on a retiré, Nathalie et moi, de cette aventure, c'est probablement le sens. L'histoire qu'on portait tous, chacun à notre niveau, était plus grande que notre quotidien. Et une fois que tout le monde était convaincu de ça, bah, je peux te dire que on était une force atomique. À partir de 2017-2018, ça commençait à prendre. Il y a des petits signes, tu vois, il y a des petites choses qui font que, bah ouais, on sent qu'on a franchi des paliers. Et là, tu te dis, il y a un moment donné, des fois, tu te dis, bah, la marque, c'est plus moi qui la gère, mais c'est les clients. À l'époque, les réseaux sociaux, enfin, toutes ces choses avec ça. Bah, en interne, c'est pareil. Il y a un moment donné où on s'est retrouvé dans des situations, et avec Nathalie, on en riait dans la cuisine, où en fait, les collaborateurs demandaient encore plus. En termes de, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, etc. Aïe, c'était parti. Tout le monde était acteur. Et quand tu te retrouves avec un écosystème humain où tout le monde est acteur, bah, t'es pas 2000 ou 3000 ou 4000, t'es 4000 au carré. T'es très fort. T'es très, très fort. Et en l'occurrence, je crois qu'à un moment donné, on a vécu ce moment-là. Où on avait tous faim, on avait tous compris, du numéro 1 de l'entreprise, donc de Nathalie et de moi, jusqu'à, j'ai envie de te dire, les gens qu'on voyait pas forcément, bah, tout le monde avait compris le sens. Chacun avec ses mots, chacun avec sa manière de faire. Mais une fois que t'as compris le sens, bah, t'es fort, quoi. Hein. T'es fort, t'es collectif, t'es pas arrogant, t'es juste fort. Et ça, c'est bien. C'est marrant, t'as dit un truc, t'as parlé de sens, oui, mais t'as aussi t'as mentionné que tu te baladais dans les usines pour leur dire merci. Et ce qui est drôle, c'est que moi, ce que ça me rappelle, c'est la valorisation du travail de l'ombre. Je dis pas qu'il y a, que c'est, je sais plus quel joueur de l'équipe de France, ancien capitaine de l'équipe de France, qui disait il n'y a pas de saut métier. Je dis pas qu'il y a une hiérarchie de la valeur dans une entreprise, mais il y a quand même des métiers qui sont largement plus mis en avant, les dirigeants quand tout va bien, les commerciaux quand ça signe des contrats, que les préparateurs de commandes. Et ça, c'est un truc que l'on fait. Sauf que si les préparateurs de commandes sont pas là, les clients sont pas livrés. Exactement. Et c'est précisément mon point. Moi, j'étais plus un préparateur de commandes qu'un commercial dans une équipe de rugby. T'as bien compris. On parle des déménageurs de piano et des joueurs de piano. J'ai marqué 3 essais mon premier match de titulaire avec le Stade Français en top 14. C'est les 3 seuls essais de cette saison-là. Tu vois. Et on avait un truc qu'on faisait vraiment bien à Clermont, je m'en souviens, c'est qu'à chaque revue de match tous les lundis, bah, t'imagines que tu montes les essais, bien sûr. Et moi, j'avais Damien Penaud dans mon équipe à Clermont à cette époque-là, l'espèce de poulet sans tête qui marquait 90% des essais de notre équipe. Et il était très souvent célébré, bien sûr, parce que c'était un joueur clé. Machin. Et Franck Azema, l'entraîneur de l'époque, prenait beaucoup de temps pour rembobiner ses séquences et trouver une action, un don de soi, un mec qui se jetait dans un ruck, et juste une façon de se sacrifier pour l'équipe qui, in fine, était absolument clé dans le fait que cet essai puisse avoir même juste l'opportunité d'être marqué. Et qu'il y a toujours un truc qui requiert zéro talent, zéro technique individuelle, mais juste du cœur, du don de soi pour la cause, pour le sens, pour l'équipe, pour le club, qui sont absolument clés et qui font la différence entre gagner et perdre, qui font la différence entre marquer et ne pas marquer. Il y a toujours un truc. J'ai le souvenir d'une demi-finale à Marseille où on joue un bon match et Camille Lopez joue notre demi d'ouverture de l'époque, joue une pénalité vite et va marquer. C'est un moment clé du match, on venait de prendre un rouge, on n'était pas bien, le Racing revenait. Tu sais, c'est des moments psychologiques qui sont très très importants où vous croyez qu'on n'est pas bien, on était dans les cordes là, mais flamme, on leur a filé une terrible. Et vraiment, ça a été un coup de massue psychologique pour eux. S'il peut jouer ce ballon vite et jouer la pénalité vite, c'est parce qu'il y a un Gugus, moi, qui allait chercher le ballon, il a arraché des bras d'un joueur du Racing pour lui filer. Tu ne le vois même pas, la caméra, cette action. Tu ne la vois même pas. Quand tu as le ralenti de l'essai qu'on a vu 20 fois, ben tu vois Camille prendre ce ballon, le jouer vite, etc., etc. Le premier truc que Camille a fait, c'est venir me dire merci. Le premier truc. Parce que si tu veux que j'aille arracher ce ballon 100 fois sur 101 fois, pour qu'au final, il l'utilise une seule fois potentiellement, parce que tu les joues pas tout le temps vite, parce que les préparateurs de commandes, bah, ils sont pas tout le temps directement impliqués dans la revente 10 ans plus tard, tu vois, pas tout le temps, mais juste pour que ça fonctionne bien, pour que tout le monde donne tout ce qu'on a sous le capot, et que tu répètes ces efforts, il faut aussi les nourrir. Et pour les nourrir, il faut les remercier.
Et il faut valoriser le travail de l'ombre. Ouais, alors je suis complètement d'accord avec toi, Benjamin. Et moi, j'ai un exemple là-dessus qui me revient en tête. C'est au moment où on a mis en place la nouvelle usine, on avait décidé de l'accompagner aussi d'une nouvelle ergonomie pour les collaborateurs. C'est-à-dire que utiliser et faire en sorte que les postes de travail soient le plus confortables possible D'accord. pour les collaborateurs. Et donc, il y avait tout un travail sur l'ergonomie, etc., du poste de travail. Et notre patron de la logistique, qui a vécu des heures compliquées, parce que quand je te disais que tu commandais une paire de baskets... En 2016, il a dû trembler un peu. Et on te livrait une table basse, il n'était pas à Acapulco, hein, le garçon. Donc voilà, donc on a... et lui, d'ailleurs, c'est son initiative de se rapprocher le plus possible du terrain des collaborateurs et du quotidien d'un collaborateur pour intégrer les petites idées qu'ils avaient et qui faisaient la différence. Bien sûr. Et tu vois, c'est des petits gestes comme ça où tu prends en compte... T'es plus dans une approche top-down, t'es dans une approche bottom-up. Et cette approche bottom-up, bien souvent, elle te permet de prendre en compte des choses que forcément les gens ne voient pas d'habitude, etc., mais qui font aussi et qui sont des facteurs de transformation. Et en l'occurrence, on a aussi mené ce travail-là, cette granularité-là, de descendre bas dans l'organisation, d'aller voir quelles étaient les innovations, quelles étaient les choses que pouvaient apporter finalement les gens qui au quotidien faisaient le métier. Et en l'occurrence, ce travail-là a permis de fêter ces gens-là aussi, de les associer et de revenir à ce que je te disais, d'être associé à la grande histoire. Au-delà même de mon quotidien de collaborateur à préparer les commandes, je suis un acteur aussi de la transformation. Et donc, je m'inscris dans la grande histoire. Et donc, ce travail-là, on l'a fait et je pense que ça a été très positif pour la suite de l'aventure. Ça, c'est beau. Bon, il faut qu'on en parle un peu de la grande histoire sur le succès final. C'est quand même une revente en 2 tranches aux Galeries Lafayette. Oui. C'est quoi ton plus beau moment de ce retournement de situation ? C'est quoi ton meilleur souvenir de cette aventure de la Redoute ? J'ai envie de te dire, le meilleur souvenir, il est encore là. C'est que quand je croise... Alors nous, on a arrêté avec Nathalie en fait d'assumer la direction générale de Redoute il y a plus de 2 ans maintenant. C'était en mars 2022. Philippe Berland. C'est Philippe Berland qui a repris l'entreprise, qui est parti récemment. Mais j'ai envie de te dire, le meilleur moment, il est encore aujourd'hui. C'est que, alors ça m'arrive pas souvent, mais quand je croise des gens avec qui j'ai bossé, on se regarde, quoi. On n'est pas d'accord sur tout, on a plein de différences, on n'a pas la même vie, etc. Mais on sait qu'on a fait un truc ensemble. Et c'est ça le meilleur moment. Alors, toi, tu as plein de titres de champion, tu as été international, tu as un grand champion du rugby, tu fais partie de la grande famille du rugby, etc. Au bout du bout, c'est quoi qui te reste ? Souvenirs. Voilà. C'est quand tu croises un mec avec qui tu parlais du demi d'ouverture de Clermont-Ferrand avec qui tu as joué. Quand tu le vois, ce mec-là, t'es pas d'accord avec lui sur tout, t'es pas d'accord. Ah, mais on a été champions ensemble. Mais voilà. Et c'est comme ça, la vie, c'est aussi ça. Donc, j'ai envie de te dire, le meilleur moment de l'aventure de Redoute, c'est de croiser les yeux des gens avec qui j'ai gagné. Et ça, c'est assez fondamental parce que c'est des gens, d'ailleurs, ils le savent, hein, et c'est des gens, si jamais à un moment donné, ils ont besoin de quoi que ce soit, etc., ils savent qu'on est là. Et ils peuvent nous appeler. On fera ce qui est possible de faire. Mais en tous les cas, quand tu as gagné des trucs qui étaient jugés comme pas possibles à faire, ça crée des liens quand même. Hein. Et donc, c'est ces moments-là qui sont, à mon avis, les meilleurs souvenirs de cette aventure-là. De toute façon, que ça soit professionnel, sportif, ou ce que tu veux, ou artistique, etc., moi, je suis... Alors, c'est peut-être parce que je suis un être humain avec du sang dans les veines, mais au bout du bout, ce qui reste, c'est ça, quoi. C'est l'humain, c'est l'aventure que tu vis, c'est la manière dont tu interagis avec les gens, et c'est la capacité que tu as à te dire que, quand même, ça mérite d'être vécu, quoi. Voilà. Nathalie et toi, vous avez évidemment largement profité de cette session, et tant mieux pour vous, mais quid des 49% qui étaient restés aux salariés ? Eux aussi, ils ont touché leur part, donc il y a des gens qui avaient investi pas beaucoup d'argent et qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la vie des entreprises, c'est la vie des affaires, etc. Mais tu vois, c'est même pas ça, moi, le truc le plus fondamental. Bien sûr que ça va aider. Et je suis ravi qu'il y ait des familles qui aient pu acheter un toit. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Et moi, parce que c'est ça dont on parle. Il y a quand même des gens qui ont pris des risques gigantissimes, qui ont mis un peu de sous dans le fond et qui sont sortis avec 100, 200, 300 000 euros plusieurs années plus tard, en gros, pour s'acheter un toit, s'acheter une maison. Et ça n'a pas de prix. C'est extraordinaire. Et ça, c'est extraordinaire. Y compris probablement des gens qui, au départ, ne croyaient pas à l'aventure, voire même étaient contre nous. C'est pas grave. Oui, des gens qui avaient quitté l'entreprise, qui avaient investi quand même. Ou des gens qui étaient dans l'entreprise, mais qui croyaient moyennement, mais qui se sont dit, bon allez, je vais mettre 150 euros. Finalement, ces gens-là ont aussi bénéficié du travail qu'ils avaient fait, parce que c'est pas tombé du ciel, du travail qu'ils avaient fait.
Et bah tant mieux. Moi, je suis content. Enfin, ça, c'est aussi une victoire. C'est aussi une grande victoire. Enfin bon, je ne suis pas sûr que j'ai entendu beaucoup de retournements de situation avec 51-49 de split capital entre les actionnaires, enfin en tout cas entre les dirigeants et les salariés. Tu as dit que c'était une des premières. À date, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres exemples. Je sais pas. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples d'autant d'argent redistribué plus tard. Et tant mieux. Enfin, tu peux jamais. Je pense pas qu'on te jette des cailloux à Roubaix maintenant. En gros, si tu conclus ça comme ça, toi peut-être tu peux pas le dire, mais moi je te le dis. C'est extraordinaire d'avoir su embarquer des milliers de personnes, c'est ça dont on parle, Oui. qui peuvent s'acheter des maisons, enfin tu vois, Un logement, un toit. logement pour leur famille. Mm. Bon, ça, tout en sauvant un fleuron de l'économie française, tu vois, c'est quand même beau. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc le regard des gens, la performance économique pour les gens qui vous ont fait confiance, in fine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grands moments, tes grands moments de réussite? Je te dis, ce sentiment, alors c'est un peu diffus, mais ce sentiment où à un moment donné, le truc t'échappe un peu, mais positivement. C'est-à-dire que tu sens qu'en fait, l'entreprise marche très très bien et qu'elle avance. Alors je dirais pas toute Presque seule. sans toi, tu veux dire? Ouais, il y a un moment donné où l'ensemble des collaborateurs en fait sont montés à bord. Ouais. Et là, je peux te dire que quand tout le monde rame dans le même sens et que t'as pas besoin de te retourner pour t'assurer que ton collègue derrière il rame, t'es hyper fort quoi. Tu vis un truc de dingue. Ouais. Tu vois, tu vis un truc collectif, etc. Et je me rappelle avoir eu ce sentiment avec Nathalie. On a eu ce sentiment à un moment donné. Et quand t'es dirigeant, ouais, alors c'est un petit moment de bonheur quand même. Tu vois, tu te dis, waouh, quoi. Les gens sont dedans, quoi. On est parti sur un truc de dingue, quoi. Et ça, c'est un sentiment, ouais, c'est un sentiment fort. Ouais. C'est drôle ce que tu décris parce que ce que j'essaie de retrouver moi dans ma nouvelle vie professionnelle, ma vraie vie professionnelle, c'est un sentiment, je sais pas comment mieux le décrire que ça, mais de flow collectif. Tu sais, Ouais. il parle l'état de flow, c'est vraiment quand tu es en telle maîtrise de ton art, que tu as fait tes devoirs, tu as suffisamment préparé ton truc, tu as mis le travail, l'exigence, l'excellence, la technique, etc. Et quand tu arrives vraiment à performer ton truc individuellement de façon parfaite, tout devient facile. Individuellement devient au ça. service du collectif. Individuellement, non mais ça c'est l'état de flow individuel. Ouais. Moi, j'ai jamais connu ça. Mais le flow collectif, c'est encore plus puissant. Parce qu'imagine un match de rugby, c'est extrêmement dur un match de rugby. T'as le palpitant à 200, tu prends des brins toute la journée, il y a le stress du match. Et tu vois, il y a ces moments où tu as l'impression que tu as 90 000 personnes qui te regardent et que tu es nul à chier. Et tu as l'impression d'avoir laissé tomber le pays, tu rumines une erreur. Enfin, c'est vraiment c'est une torture quasi individuelle et collective perpétuelle. Et puis d'un coup, il y a un truc qui se passe. Quand finalement, toi, tu maîtrises bien et que ton équipe... Et là, tu as l'impression de marcher sur l'eau. Tu as l'impression que rien n'est impossible et tout devient facile. Et comme par hasard, tu cours un peu plus vite, tu as le palpitant qui descend. Comme par hasard, tu n'entends plus la foule ou tu n'entends que le bon. Tu entends le ouh, des trucs qui te motivent. Mais tu n'as plus ce stress. Tu as l'impression d'avoir tu vois, vraiment d'avoir appuyé sur un bouton et ça absorbe le son. Et ça, c'est une sensation à laquelle je suis totalement addict, pour le coup. Elle arrive juste de temps en temps. Elle met beaucoup de temps à venir. Tu la vois pas venir, c'est drôle parce que quand tu exprimes ça que tu parlais de ces moments où l'entreprise juste est en train de presque de rouler juste un peu plus vite que toi. Tu sais, c'est presque comme quand t'es vent arrière sur un bateau là, et puis t'as le vent et t'as la force de la vague. Ouf, c'est le coup de main supplémentaire dont t'avais pas besoin. Ça, c'est une sensation qui me parle énormément et à laquelle je suis complètement addict, que j'ai envie de retrouver dans l'entrepreneuriat parce que finalement, c'est très dur, c'est extrêmement dur. Mais quand t'arrives à trouver ces clés, c'est magique. Ah ouais, c'est encore une fois. Enfin, je parlais tout à l'heure de l'aventure qui à un moment donné est plus grande que toi, etc. Mais la sensation du collectif, à un moment donné, elle devient plus grande que l'individu aussi. Et t'as beau être le dirigeant, t'as beau être le catalyseur, celui qui a mis en œuvre, qui a impulsé, etc., etc. Il y a un moment donné où t'as le sentiment que le truc va plus vite que ce que t'avais prévu, quoi. Et ce sentiment, alors c'est en amont énormément de travail. Hein, encore une fois, ça vient pas comme ça en te disant c'est facile, etc. Ouais. Mais par contre, pour répondre à ta question, ça fait partie des grandes joies de mon aventure chez Redoute. Ouais, absolument. Vince Lombardi, l'entraîneur de NFL, qui dit ce que vous appelez la chance, moi j'appelle une préparation qui rencontre une opportunité. Ouais. Ça n'existe pas. Le coup de bol de retourner une boîte comme ça n'existe pas. Non, il y a probablement de la chance. Moi, j'ai pas de problème avec ça. De la réussite. Mais je suis certain et j'assume le fait qu'il y a eu énormément de travail. Et ça, j'insiste parce que tu peux pas tricher par rapport à ça. Tu triches pas. Regarde dans ton sport, un mec qui triche en mêlée, le mec il va tricher une fois. La deuxième fois, le collectif va lui dire: mec, on triche pas ici.
bah, c'est un peu pareil dans une entreprise, quoi. Il y a un moment donné où quand les gens ont pris conscience de leur rôle, et je reviens au sens, bah, finalement, tu te mets un peu à l'abri de quelqu'un qui va tricher. Parce que le mec qui va tricher, il va s'exclure tout seul. Et en l'occurrence, quand tu donnes du sens, ce sens est compris, il est partagé, il est discuté, il y a une transparence qui anime tout ça pour les bons et les mauvais moments, bah, t'as de moins en moins de tricheurs, en fait. Et il n'y a pas de raison que tu réussisses pas, rien n'est impossible à ce moment-là. Et c'est cette espèce d'éléments d'attitude, et ça, c'est pas du PowerPoint, c'est pas du Excel, c'est pas du business plan, c'est pas du... Tout ça, on a fait plus que de raison. Mais il y a eu ce petit supplément d'âme qui a été apporté. Alors peut-être que c'est l'effet d'ouverture du capital, ça a joué probablement, mais pas que. Je pense que c'est aussi à un moment donné le sens qu'on a mis dans l'aventure. Et puis ça, c'est le leadership par l'exemple. Il faut et probablement aussi le leadership par l'exemple, oui. Ah, mais c'est une certitude, il faut y être. Il faut mettre les mains dans le cambouis. De se dire un homme et une femme aussi à la tête d'une entreprise à l'époque. Tu vois, c'est un couple, un couple professionnel. Un homme, une femme, qui ont effectivement, tu l'as dit, sur la forme, en tous les cas, des modes d'expression assez différents, mais qui sont capables de construire ça. Bah, je trouve que c'est une belle aventure, quoi. Tu dégages quand même une espèce d'énergie qui est très contagieuse, je dois te dire. C'est pour ça que j'aime bien échanger avec toi. D'envie de repousser les limites, de créer des trucs qui n'existent pas, de partager ce plaisir, de partager une aventure. La Redoute, ok, c'est derrière toi. Comment est-ce que tu te réveilles encore le matin avec la pêche, avec une excitation? Alors oui, j'oublie la famille qui évidemment incarne énormément pour toi, bien sûr, mais qu'est-ce qui t'excite professionnellement? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever tôt et de te coucher tard? Majoritairement l'humain et les rencontres. Moi, quand je rencontre des gens avec qui je me sens bien, et peu importe le diplôme, peu importe le background, peu importe d'où tu viens, etc., bah, s'il y a des choses qui me parlent, sur des valeurs, sur du sens, etc., j'y vais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, tu peux être statutairement le plus machin, le plus truc, mais si ce que tu dis, ça me parle pas, bah ça me parle pas, quoi. Donc oui, pour répondre à ta question, ce qui me motive, c'est des gens qui ont envie de faire des choses, des gens qui ont des convictions, et je pense que on vit dans une période qui est quand même très compliquée, quoi. Ouais. Et si nous, alors moi je vais avoir 60 berges dans 3 ans, mais si des gens comme nous, qui avons à un moment donné connu une forme de réussite dans des projets, on n'est pas capable de partager ça et de faire en sorte que ce qu'on a appris, nous, il soit au service d'autres qui vont écrire une nouvelle histoire et une nouvelle page, bah, tu vois, autant dire ciao maintenant. Et moi, j'aime la vie, donc j'ai pas envie de dire ciao. Donc, j'ai envie de me dire peut-être qu'il y a des touchés de balles que je vais avoir sur des sujets qui peuvent aider des histoires qui vont avancer. Et ça me motive, ouais, ça me motive. Alors, nous, on s'est croisés un jour par l'intermédiaire de Jean-Marc, etc. Tu m'as parlé. Mais en fait, on peut se le dire, et c'est une histoire de mec aussi à un moment donné. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que depuis le moment, il y a 1 an ou 2, je sais plus, il y a 2 ans, on s'est connus. Bah, on a gardé le lien, on s'est revus plusieurs fois dans différentes occasions. On a parlé de choses, on a parlé de la famille, on a parlé du sport, on a parlé de la vie finalement. Et c'est ça qui me donne envie, moi. C'est pas autre chose. Donc c'est d'apporter ce que j'ai appris, ce que je crois être bien, pour pouvoir écrire l'histoire de demain. Et le monde d'aujourd'hui en a besoin, je crois. Et c'est pas être immodeste que de penser ça. Tu vois, c'est vraiment de se dire, bah, on a tous un rôle à jouer, quoi. C'est marrant, tu disais cette quête de sens, mais ça veut dire que, dis-moi si je me trompe, mais t'aurais pas pu bosser pour un patron, ou en tout cas même un actionnaire derrière, pour qui t'avait pas du respect humain et professionnel. Ah, moi, j'ai eu une chance inouïe dans ma vie professionnelle. Chez Arthur Andersen, j'ai rencontré des associés qui m'ont appris le métier, avec qui je me suis éclaté, et des copains. Je me suis fait des amis chez Arthur Andersen. Bon, dans le volley, bien sûr, dans le sport, etc., etc. Et au sein du groupe Pinot, je dois dire que tous les managers et les dirigeants du groupe, j'ai adoré. En fait, ce que j'aimais bien dans ce groupe, c'est que à partir du moment où ils avaient confiance en toi, que tu avais montré que tu étais un joueur d'équipe et que tu poussais avec eux, et ben, tu pouvais t'exprimer. Et je trouve que ça, c'est aussi une preuve d'intelligence. À un moment donné, on est tous différents, mais c'est la somme des qualités de chacun qui va faire qu'on va être plus fort collectivement. Et toi, quand t'es patron, quand t'es leader, quand t'es je ne sais quoi, je pense que ton rôle premier, c'est de faire en sorte que l'ensemble puisse s'exprimer avec ses qualités propres, et à toi d'en faire une consolidation qui va permettre d'être plus fort. Mais par contre, laisse le gars s'exprimer. Si le mec, le matin, il a besoin d'avoir les cheveux verts, ok, il a les cheveux verts. C'est pas grave. Si le mec, le matin, il a besoin de mettre une chaussette jaune et une chaussette rouge, ça n'enlève rien à ce qu'il peut faire d'un point de vue intellectuel et humain, quoi. Et ça, cette capacité à laisser de la place à la différence, c'est aussi source de création de valeur pour le futur.
Chacun a amené dans sa différence dans Voilà. un but de performance. Voilà, exactement. Dans un but partagé où chacun a compris ce qu'il faisait et pourquoi il l'apportait. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Tu as parlé de rencontres qui t'animent. On a la chance tous les deux d'avoir rencontré Nico Karabatic, pardon, qui est quand même un sacré bestiau de compétition, un sacré athlète. Peut-être un mot sur lui. Et si tu devais rencontrer un autre athlète, une athlète, qui serait-il, elle, et pourquoi? Oula. Nico, tu connais la relation qu'on a avec Nicolas. C'est un cousin. Et on s'est rencontrés sur le tard en plus. C'est ça qui est rigolo, quoi. D'ailleurs, par ton intermédiaire. Mais c'est un mec bien aussi parce que tu fais pas la carrière qu'il a fait en étant en trichant. Je parlais de tricher tout à l'heure. Je pense qu'il y a bien un type qui a pas triché, c'est Nicolas. Et puis bon, je crois que c'est le type le plus médaillé, c'est un des plus grands champions, un des plus grands athlètes de l'histoire du sport français. Donc c'est bravo le champion. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on va continuer à bosser ensemble. Donc à travers Team Pack. Donc et puis en plus c'est un mec bien. Donc voilà, moi j'ai. Après, tu me demandes quel champion j'aimerais rencontrer. Ouais. Et pourquoi? Dans le sport français aujourd'hui, ou pas forcément français. Ce que tu veux. Quel champion? Tu m'as dit tout à l'heure, on parlait de Victor Wembanyama, tu me disais, celui-là, il a l'air d'être bien branché dans la tête, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Quelqu'un qui m'inspire beaucoup de cran, beaucoup de solidité pour être numéro 1 de la draft en NBA quand même. Quand t'étais un... Puis déjà, il a quand même un physique qui est quand même... C'est un mec qui, depuis son plus jeune âge, détonne. Il se marche dans la rue, tout le monde le regarde comme un alien, c'est son surnom que lui ont tous donné les joueurs de NBA, LeBron James et tout. Quand t'es numéro 1 de la draft, t'imagines la pression que t'as, tu es obligé de délivrer. Tu vas financièrement être un mec qui va gagner des dizaines, des centaines de millions de dollars toute sa vie, et tant mieux pour lui, mais t'es dans une obligation de ne pas décevoir, et tu représentes le basket européen, qui est quand même largement, c'est peut-être méchant, mais qui est dénigré par les Américains qui ne sont pas champions de NBA, qui sont champions du monde quand ils gagnent la NBA. Tu vois le genre de truc. Je trouve qu'il a eu des épaules, il a eu une classe, un charisme et énormément bossé pour finalement délivrer. Et c'est un phénomène absolu qui malheureusement n'a pas pu gagner les JO avec la France contre les USA, mais a fait une compétition incroyable. Il a du cran, je pense qu'il est très bien entouré. Il y a une histoire de cercle autour de lui qui est vraiment précieux, mais il dégage quelque chose de très différent. Comme Léon Marchand, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup d'intelligence situationnelle, de cran, de résilience, de capacité à emmagasiner la pression. T'imagines quand je le voyais sortir de cette salle là, de la Défense Arena, là où joue le Racing, pour aller gagner médaille après médaille. Puis tu peux presque juste un peu célébrer. Non, j'ai une autre course dans 2 heures où j'allais me refiler dans l'eau. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, lui, pour le coup, tu vois, il a une. En fait, c'est un mot à la mode, mais la résilience, etc. Mais moi, à mon petit niveau, j'ai jamais été en équipe de France ou quoi que ce soit. J'ai quand même joué des matchs de bon niveau avec certains matchs avec un peu d'enjeu. Ouais. Une fois que le match est fini, on allait boire une bière, quoi. Et Léon Marchand, lui, il rentrait au village, je sais pas où, mais il se remettait dans la course d'après, mais immédiatement, quoi. Je sais pas comment. Et la force que le type doit avoir pour faire un truc comme ça, c'est assez étonnant. Il aurait gagné 2 médailles d'or, ça aurait été une déception. T'imagines le truc? Il aurait gagné 2 titres olympiques, ça aurait été une déception. Ouais. C'est juste tous je sais plus comment il s'appelle, c'est Camille Lacour, je crois, qui commentait ça avec Laure Manodou, qui disait oui, au maximum, il peut en gagner 4. Réalistiquement, 3, c'est faisable, mais il y en avait une course là, qui s'enchaînait à 2 heures. Il me dit ça, franchement, physiologiquement, c'est quasiment impossible. En plus, il y en a une qui est longue et l'autre, c'est un pseudo-sprint, je sais pas comment il va faire. Il a résisté à la pression, c'est juste incroyable ce qu'il a été capable de faire. C'est assez incroyable, ouais. Pour répondre à ta question, un athlète que j'aimerais bien rencontrer pour échanger sur plein de choses. Ouais, Teddy Riner. Pourquoi ? Parce que je pense lui aussi, ce qu'il a fait au niveau des Jeux Olympiques, son rôle est plus que d'être un champion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été un leader qui est au-delà de sa catégorie, au-delà de ses médailles, au-delà de tout ça. C'est qu'à un moment donné, il a été capable d'embarquer dans une grande histoire bon nombre de personnes. Et pas uniquement la famille du judo. Je pense qu'en tant que capitaine d'équipe, alors c'est pas lui qui a porté le drapeau, enfin je sais plus, non je crois que c'est pas lui cette année. Non mais il a allumé la flamme avec Marie-Jo Pérec, en tout cas c'est sûr. Et je pense qu'il a aussi dans la réussite de Paris, parce que tu te rappelles, il y a encore 6 mois, tout le monde dénigrait, ouais Paris ça va être une cata, etc., les jeux, etc.
Et je pense qu'il a eu un rôle important C'est vrai. dans la réussite globale des Jeux Olympiques. Et te dire qu'à un moment donné, on parlait de choses qui t'échappent à un moment donné, je suis pas sûr que Teddy, au moment où il a fait tout ça, il ait vu tout ça. Et il ait fait tout ça pour cette réussite globale. Mais finalement, à un moment donné, la partie qu'il n'avait pas maîtrisée, bah, il y a contribué grandement. Et je voudrais parler de ça avec lui. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas vu, à quel point il a dépassé son aura de sportif Oui. ou même son rôle Oui. d'athlète Oui. pour finalement carrément incarner ces JO et contribuer Oui. grandement au succès de ces JO qui ont été unanimement exceptionnels. Absolument. Alors que tu as raison, ils ont été dénigrés pendant des années. Oui. Et Tony Estanguet a joué un rôle Absolument. incroyable à ce niveau-là aussi, tu vois. Ça, c'est sûr. Et je pense que le couple Teddy Riner, Tony Estanguet ont fait énormément pour la réussite des Jeux de Paris. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Alors, Tony Estanguet, il était en charge de ça. Donc, lui, c'était son quotidien qui l'animait, etc. Mais de ce que j'ai vu des images et tout ça, je trouve qu'il l'a fait assez remarquablement. Ouais, Mais par contre, je pense que Teddy s'est pas rendu compte, à un moment donné, alors qu'il était dedans, de l'impact qu'il a eu pour le global. Et c'est ce sujet-là que j'aimerais aborder avec lui. Au-delà de ses médailles en tant qu'athlète, c'est un énorme champion, il n'y a pas de débat, etc. Mais c'est plus que ça. J'adorerais parler de ses trips au Japon qu'il fait. Tu as vu tous ces documentaires sur lui quand même, où il va s'entraîner au Japon. Et les Japonais lui envoient des mecs s'entraîner comme par hasard sur les tatamis dans lesquels il a un peu ses camps d'entraînement. Puis finalement, il lui ramène un champion du monde par-ci, un médaillé d'argent du coup olympique, machin, pour essayer de faire tomber le meilleur judoka de tous les temps, peut-être. Apparemment, il y a une légende du judo qui a gagné plus de combats de façon consécutive que lui. Je m'abstiendrai d'essayer de dire son nom. Et qui a à peu près à 200 combats, je crois, sans défaite, alors que je l'entendais dire sur un plateau télé, là, Teddy Riner, il dit non, je compte pas. Je crois que je suis à 133. Enfin, tu vois, il a quand même, il tient les comptes quand même. Ouais. J'adore cette idée. Moi, j'adore l'outsider, l'underdog, le petit qui gagne contre le grand, etc. Ça, on est français, Benjamin, on est français, on adore ça. Mais j'adore quand le favori délivre. Ah ouais. J'adore quand t'aimes ou t'aimes pas Cristiano Ronaldo, il marque le but de la gagne et tu dis les gars, je suis pas bon pour rien. J'adore quand Antoine Dupont prend toute cette responsabilité et finalement va gagner la médaille d'or. J'adore quand l'immense champion délivre et montre à tout le monde, quand Djoko gagne la médaille olympique et il explique à tout le monde pourquoi c'est un immense champion. Ça, je trouve ça génial. Et Teddy Riner, il fait ça depuis des années quand même, tout seul, comme un grand. Peut-être, bon, il y a eu David Douillet avant lui, donc il y a eu 2-3 exemples, mais quand même, chapeau, merci Tony Estanguet, merci Teddy Riner, merci tous ces athlètes d'avoir fait ça, c'est très très beau ce qu'ils ont réussi à faire. Une recommandation de bouquin, documentaire, film, un truc que t'aimes bien relire de temps en temps, un film que t'aimes bien, un documentaire, un truc qui t'inspire, t'as un truc comme ça en tête? Moi j'ai 2 choses qui sont des référents dans... Alors ça va t'étonner, mais il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'est, je sais pas si tu te souviens, mais c'est le discours de Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale. Non. C'est Robert Badinter qui était ministre de la Justice à l'époque, ouais. Abolir la peine de mort en France, la majorité des gens étaient contre. En quelle année? C'était, je crois que c'est quand Mitterrand est arrivé, c'était 81 ou 82 quand il fait ce discours-là. Et écoute-le. La peine de mort en France a été abolie en 82 ou dans les années 80? Je crois que c'est François Mitterrand qui a aboli la peine de mort. Ouais. J'ai l'impression que c'était avant-hier. Le pays est pas forcément pour l'abolition à ce moment-là. Et je te jure, passe-toi ce discours-là, regarde-le. C'est extraordinaire la manière dont il s'exprime. Alors, c'est un peu antinomique avec tout ce qui se passe en ce moment, etc. Mais je maintiens que ce truc-là est extraordinaire. Le discours de Robert Badinter, les mots qu'il utilise pour à un moment donné rappeler que la grande histoire, elle va au-delà de la relation affective qu'on a tous avec le quotidien, etc. Mais que l'histoire de l'humanité, derrière cette abolition de la peine de mort, elle est là. Je trouve que son discours est absolument incroyable. Et après, j'ai un bouquin qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était les bouquins de Jules Vallès, L'enfant de Jules Vallès. Enfin, c'est des livres qui m'ont marqué, et surtout La peste de Camus. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, je lis beaucoup, mais ces bouquins-là sont des bouquins importants pour moi. Mais encore une fois, prends YouTube, fais-toi Robert Badinter, discours d'abolition de la peine de mort. Je trouve que c'est un grand moment d'histoire, c'est un grand moment c'est un grand orateur, et c'est pas forcément dans l'air du temps au moment où il l'a fait, donc chapeau bas l'artiste.
Mais t'as dit que c'était pas un peu antinomique avec ce qui se passe en ce moment. Au contraire, on a besoin d'humanité, on a besoin Je suis assez d'accord. de respect des uns des autres. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit tous les jours dans les médias, quoi. Et je sais que t'aimes pas l'égocentrisme, ni les omelettes, ni les réunions inutiles. Mais là, Non. c'était sacrément pas une réunion inutile. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, Merci pour ton honnêteté, pour ta transparence. Merci pour ce retournement de la Redoute d'une manière ou d'une autre. Ça reste l'économie française et donc c'est bon pour tout le monde, même si c'est un peu Et distinct. longue vie à la Redoute. Longue vie à la Redoute. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer à faire des rencontres comme celles qui nous animent. Magnifique. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi.